Abderrahmane Boualali a travaillé pour l'armée française lors des 4 essais atmosphériques. المسؤولين تاوعنا الله يعمل مولانا ينصرهم في الوقت الحاضر ينوضوا يقوموا بالصح ويحاسبوا فرنسا اللي راهي دارت اكبر جريمه في العالم. À perte de vue, des barbelés qui délimitent une zone où il n'y a pas âme qui vive. Derrière la grille, un ennemi invisible, la radioactivité. À quelques centaines de mètres, le point zéro de la première explosion nucléaire française. Notre équipe a pris toutes les précautions nécessaires et ne doit pas rester sur les lieux plus de 15 minutes. À cette tâche insolite au milieu du désert, à ce décor lunaire, à ce cercle de 800 mètres de diamètre de sable vitrifié et noirci. Plus de 60 ans après, la radioactivité reste extrêmement élevée dans cette zone. Abderrahmane Boualali a travaillé pour l'armée française lors des 4 essais atmosphériques. منسية القضية هذه تماما منسية تماما نحبوا المسؤولين تاوعنا الله يعمل مولانا ينصرهم في الوقت الحاضر ينوضوا يقوموا بالصح ويحاسبوا فرنسا اللي راهي دارت أكبر جريمة في العالم. La ville de Regan est associée à jamais aux expérimentations nucléaires françaises. Une immense base avait été construite à 7 km de la ville. 6500 Français et 3500 Algériens, les pélos, personnels laborieux des oasis, l'ont fait sortir de terre. Abdallah et Salah travaillaient comme manœuvres et chauffeurs. من عندهم قالوا وقت نقول لكم سقطوا على الارض واجعلوا يديكم فوق عينيكم يعني مثل لا الشمس ولا قمر كما قال. نهار 13 فبراير القنبله باتنوت وباش يعني نعطيكم واحد توصيات لازمكم تنبطحوا وتغمضوا عينيكم تغمضوهم وتنبطحوا. عندنا معدين هكا ونطلوا فينا الفضول عندنا نطلوا باش شنو هذا الشيء وهما القوار يبكوا ومغطين بالكوفرته مازال زايدين الكوفرته. Les deux hommes gardent un souvenir intact du matin de l'explosion. En 1960, les autorités françaises ont une bonne connaissance des effets des radiations sur l'homme et l'environnement. Mais le discours se veut rassurant. Il n'y a pas de danger. C'est même la femme du commandant de la base de Regan qui le dit. Vous vivez avec vos enfants, donc pour vous, il n'y a pas de notion de danger. Ah non, il n'y a pas du tout de danger. Et mon mari, justement, avait tenu à ce que nous soyons là au moment de l'explosion pour bien prouver qu'il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucune appréhension. Aucune appréhension, non. Gérard Delac, lui aussi, était à Regan, en tant qu'appelé lors de Gerboise Bleue. Son histoire, il l'a beaucoup racontée. Trop affaibli par plusieurs cancers, il a bien du mal à parler. Sa femme, qui le soutient dans son combat depuis des années, connaît son histoire mieux que lui. Mais il faut savoir qu'actuellement, il a eu 30 opérations du visage. Au mois de décembre, il a eu un cancer sur la lèvre. En 2020, il a eu 4 opérations du visage. Les 2 tempes, le menton et la lèvre. Et là, vous voyez, il a un bouton. À mon avis, c'en est un autre. Quelques jours après la première explosion, on lui a demandé, comme il était chauffeur et qu'il était de permanence ce jour-là, un officier lui a demandé d'emmener un autre officier là où il lui dirait. Et il lui a montré le chemin et ils sont allés dans le trou de la bombe mettre le drapeau français, au point zéro.
Et il y a un hélicoptère qui les a survolés en leur disant qu'ils étaient en zone contaminée, qu'il fallait qu'ils partent. Et quand ils sont rentrés, ils sont passés à la décontamination. Et lui, il avait de la radioactivité dans les cheveux. C'est comme ça qu'après, quand il est rentré en France, il perdait les cheveux par plaque. Monsieur Dellac, aujourd'hui, vous êtes en colère après les responsables ou... Oui. Disons qu'à l'époque, il était fier. À l'époque, on était fiers. D'avoir servi la France, d'avoir participé à cette... c'était la grandeur de la France. Ben, aujourd'hui, on trouve qu'ils les ont laissés tomber, quoi. Voilà, c'est... Ils risquaient rien, on leur disait qu'ils risquaient rien. Ils se sont servis de nous. La fille de Gérard Dellac a voulu en savoir plus sur le destin de ses appelés. Elle a repris des études d'histoire, rédigé une thèse sur les vétérans des essais nucléaires, publiée en 2006. Je trouve que c'est important que ces hommes-là puissent avoir des explications et puis que nous, on sache aussi ce qui s'est passé parce que à travers les documents que j'ai pu avoir de certains officiers, etc., je me suis rendu compte que finalement, l'État était bien sûr au courant des conséquences et qu'ils n'ont pas pris toutes les précautions qu'ils auraient dû prendre. Donc là, je me dis, je ne suis pas en colère, mais c'est normal qu'on le sache. L'État craint qu'on puisse lui reprocher une mise en danger des populations civiles autant que militaires. Gérard Dellac a été un des tout premiers à être indemnisé par l'État après des années d'un combat acharné, porté notamment par l'Association des vétérans des essais nucléaires. Voilà, ça c'est des témoignages de tout un tas. Vous voyez, c'est des personnes qui nous écrivent, hein, qui nous disent bon, voilà ce qu'on a fait, voilà, on a contacté un tel, ça c'est un récit d'un monsieur qui témoigne justement sur le plan de la montagne à Hineker. Vous voyez, voilà, tout ça, là, c'est témoignages sur la Polynésie, témoignages sur le Sahara. Et c'est grâce à ça que nous, on arrive à avancer. En 20 ans, la Veine a réussi à devenir un interlocuteur incontournable pour les autorités, grâce à de nombreux relais politiques et médiatiques. En 2010, la loi Morin a facilité l'indemnisation des vétérans. Ce ne sera plus à la victime de prouver que sa maladie est liée aux essais nucléaires, mais c'est à l'État qu'il appartiendra de contester ou de contredire cette affirmation. Les indemnisations se sont accélérées depuis 2018. Mais pour l'association, il reste de nombreux combats à mener. Actuellement, on travaille sur plusieurs sujets. On travaille d'abord sur la reconnaissance continuelle des vétérans avec l'élargissement du tableau des maladies. Deuxièmement, on travaille sur la descendance, parce qu'on est intimement, nous, convaincus qu'on a transmis. Donc, on est en train de faire une enquête auprès des enfants de vétérans. Donc, nous, maintenant, on demande effectivement à ce qu'il y ait une reconnaissance entière aux ayants droit. C'est-à-dire, ce sont les conséquences qu'on appelle, nous, par ricochet. L'épouse ou la femme qui a assisté, bien sûr, son mari, qui est malheureusement souvent devenu veuve, et les enfants qui ont subi ça. Des dizaines de vétérans français ont été indemnisés. Un seul Algérien. Alors que la loi Morin concerne aussi les populations du Sahara. À Regan, beaucoup d'anciens pourraient prétendre obtenir réparation. Encore faut-il qu'ils soient au courant. Les rares dossiers sont retoqués, faute de documents et faute de preuves. Au sein de la population, beaucoup sont convaincus que le nucléaire est à l'origine de tous leurs maux. ورحت العين تاع البوله والنسوانيه وليت فيها نوقف وياك ونتعلم الاشياء. حنا نهار اللي جاو قالوا عندك انتم راكم حيين هنايا حيين كذا تبعنا ما راه وخشين عندكم هنايا ما راه وخشين عندكم هنايا اي ما راه وخشين صح ما قلنا احنا ما بقى فيك مراس كاع ايوا انا حيين خويا
ومن هذا سلم الناس كل العمر نتاعي 18 سنة، راني نشوف الحالة نتاعي راهي قدام عينيك، يعني اللي في الليل في أي لحظة توجعك الرجلادي. مشينا للرقان، مشينا للأدران، مشينا لأي جهة زرناها ما كاش دواء نتاعها. J'ai passé 10 ans de ma vie à Tamanrasset. Pendant cette période, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de cancers dans la région, et particulièrement le cancer de la thyroïde, le cancer du sein. Il y avait des cancers cutanés. C'est des choses que je voyais rarement, c'est-à-dire pas rarement, mais avec un pourcentage moins au nord. Ça, c'est le volet de cancérologie. Il y a un autre volet, c'est les malformations, sans parler des malformations orthopédiques. Les expérimentations françaises dans le Sahara servaient à préparer une guerre nucléaire, quel que soit le coût humain, même si le discours officiel à l'époque nie l'évidence. Je crois, mon général, que les expériences de Reagan n'avaient pas un but essentiellement militaire. C'est tout à fait exact. Le gouvernement français, en effet, a tenu à ce que ces expériences ne fussent pas seulement utiles dans le domaine militaire, mais encore dans le domaine humain, en faisant des expériences pour savoir dans quelle mesure l'homme pouvait être protégé contre ce danger nouveau qui est le danger atomique. Pour le dernier essai atmosphérique français, Gerboise verte, on a fait venir des chars et des troupes pour les exposer à la bombe et observer les effets des radiations sur les machines et les hommes. Christian Courel faisait partie de ces hommes. On a tourné le char sens contraire, c'est-à-dire qu'on a mis le côté arrière du char face à la bombe et nos 5 chars étaient là. Et après, bon, feu à volonté. Puis là, bon, alors pendant environ 2 secondes, 3 secondes, on a entendu un bruit et puis le char, 44 tonnes, il a bougé, il a fait un recul de 2 mètres. Puis après, ils nous ont demandé si tout allait bien à l'intérieur. Et puis après, bon, ils nous a dit, bon, ben maintenant, on fait les manœuvres pour voir les radiations à gauche, à droite, reculer, avancer. Et puis on a fait ça pendant 2-3 heures. Une fois qu'on est sorti du char, alors là, il fallait qu'ils nous décontaminent. Approchez-vous pour les plaques. Formez-vous. Allez vous rhabiller. Moi, de Gaulle, je n'en veux, hein. On est les cobayes du nucléaire, c'est pas... Il y a des engagés, il y a des gens qui se font payer pour ça. Et là, ça va faire 60 ans, là, bientôt. Oui. Donc vous êtes toujours en colère? Ah bah toujours, oui. Là, moi, je comprends pas ça. Enfin, déjà, je voudrais savoir si mes copains sont morts ou pas. Ça me chagrine, ça. Si jamais vous passez à la radio, j'espère que... Après le dernier essai atmosphérique, la France négociera lors des accords d'Évian la possibilité de continuer ses expérimentations après l'indépendance au cœur des montagnes du Haut-Gard. 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Jusqu'en 1966, la France procédera à 13 essais souterrains, dont certains connaîtront des épisodes tragiques. Louis Bulidon, avec son profil d'ingénieur chimiste, s'est retrouvé dans un laboratoire en mai 1962 sur le flanc de la montagne à Hineker. J'ai été initié à une activité qui consistait à mesurer la radioactivité de l'air ambiant. L'essai Beryl tourne à la catastrophe. La bombe est bien plus puissante que prévu et la montagne ne peut contenir le souffle de l'explosion. Tout d'un coup, ça a été le coup de tonnerre et une poussière immense
je suis donc rentré dans mon laboratoire et j'ai regardé ma bande, et puis tout d'un coup, si vous voulez, j'ai vu mes mesures en vrai, si vous voulez, s'est écarté de plus en plus de ma ligne de référence, et j'ai vu, si vous voulez, que il y avait un nuage radioactif, certainement d'une très très forte radioactivité, qui passait au-dessus de nous. On voit la propagation. Et regardez en bas, oui, ça y est, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Je mets immédiatement mon masque à gaz dans mon laboratoire et je vois mes camarades du génie venir sur le laboratoire pour savoir que faire. J'enlève mon masque, je leur montre, je leur dis vite, vite le masque. Et ils me disent on n'en a pas. En même temps est arrivé 5 ou 6 gars que je ne connaissais pas, avec leur combinaison blanche, qui se sont foutus à poil, qui m'ont demandé où était le robinet d'eau, et comme des fous furieux, ils se sont savonnés comme des bêtes furieuses. Ça a été la confirmation pour moi qu'il s'était passé quelque chose de très grave. C'est la débandade. Le ministre des Armées Pierre Messmer et le ministre de la Recherche scientifique Léon Pavlevski, venus assister à ce tir très médiatique, fuient vers l'aéroport militaire. À la fin des années 2000, une délégation de scientifiques et d'anciens appelés a été invitée sur les lieux par les autorités algériennes. Des lieux abandonnés, mais toujours accessibles. Du matériel radioactif a été laissé sur place, sans que les populations locales ne soient vraiment informées du danger. Il y a des gens qui ont creusé. Certains ont pris des couvertures, d'autres des voitures, des tentes. Et que sont devenues les voitures? Ils les ont démontées, puis ils les ont utilisées en pièces détachées. Les images d'Ineker montrent un site qui n'est pas vraiment sécurisé, auquel les populations locales ont accès librement malgré le danger. Le scientifique français Roland Desbordes avait pu y accéder. Les récupérateurs viennent toujours, plus de 60 ans après, récupérer des câbles et font brûler le plastique, tout ce qui est combustible, pour récupérer le cuivre. Et ça, il y a une activité de récupération qui est toujours aujourd'hui présente sur le site. De cette visite sur le site d'Ineker, le scientifique a rapporté un échantillon, rendu par la suite aux autorités algériennes. Vous voyez sur ce pic une énorme contamination en césium-137. Il y a aussi une contamination en plutonium. Donc c'est vraiment un déchet radioactif à vie longue qui n'a absolument rien à faire dans l'environnement accessible à tout le monde. En 1962, les autorités françaises ont minimisé l'impact sur les populations locales, notamment Touareg. L'armée avait pourtant fait des relevés à des centaines de kilomètres des lieux de l'explosion, consciente de la dissémination des retombées radioactives. Aucun inventaire n'a été fait des séquelles de ces essais. C'est la honte de la France. Au-delà des mots, le plus grand service que la France pourrait rendre à ses populations du Sud, c'est de construire à ses frais un hôpital dédié aux maladies résultant des retombées radioactives de ces essais. Le secret défense empêche toujours d'accéder à toutes les preuves de la contamination des populations et de l'environnement. Ce que je voudrais, c'est qu'on nous restitue quand même des archives, parce que l'histoire de l'Algérie et de la France, c'est une histoire commune. Ils sont partis un peu à la débâcle, un peu à la précipitation, et ils ont dû enterrer tous les engins radioactifs dans le sol algérien. Nous avons des avions, nous avons des tanks, nous avons des bateaux, nous avons des pièces d'artillerie. C'est extraordinaire. Lorsque nous, on demande aujourd'hui le plan de l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est notre droit. La France doit coopérer. Elle doit aider par des moyens financiers, par des moyens scientifiques, par des moyens techniques. C'est vrai que beaucoup pensent, oui, les Algériens voudraient de l'argent, ils sont cupides. Non, on n'est pas cupide. Non, on n'est pas cupide. Non, on voudrait une réparation. Depuis des années, l'Observatoire des armements basé à Lyon se bat pour obtenir la déclassification de documents concernant les essais nucléaires en Algérie, comme ces dizaines de pages obtenues de haute lutte devant la justice.
Ces documents, en fait, ils nous ont surtout confirmé des choses qu'on savait, mais dont on n'avait pas les preuves officielles, puisque nous, on avait des éléments recueillis par les témoignages ou par certains documents que les personnes avaient gardés et nous avaient transmis, mais ils n'étaient pas officiels, donc on ne pouvait pas les utiliser, notamment devant les tribunaux, pour prouver que les personnes avaient été impactées. Ça permet de reconstituer l'histoire, ça permet de comprendre qu'ils étaient au courant aussi, qu'ils avaient bien connaissance, parce qu'il ne suffit pas de l'affirmer, il faut pouvoir le montrer et le prouver. Et c'est à ça que servent ces documents-là. Certains documents, il y a des pages blanches dedans, où ils n'ont pas déclassifié toutes les pages du document, parce qu'ils devaient estimer que c'était trop sensible, mais pas sensible au sens de la prolifération comme ils nous le disent, mais sensible par rapport aux données que ça pouvait donner, par rapport aux conséquences sur les populations. Reconnaître ce que tout le monde, bien sûr, sait mais ne peut pas prouver, impliquerait forcément à renforcer les indemnisations et impliquerait surtout pour l'État reconnaître qu'il a fauté quelque part, puisque c'est quand même ça le rôle numéro 1 de l'État, d'assurer la sécurité de sa population. En janvier 2021, l'historien Benjamin Stora a rendu au président Macron un rapport qui préconise d'ouvrir les archives sur la période coloniale. Mais les essais nucléaires français ne sont pour l'heure pas concernés. Nous, ce qu'on demande, et les associations, les historiens qui ont travaillé sur ces questions, c'est pas les secrets de fabrication de la bombe, bien évidemment, on ne saurait pas quoi en faire, et c'est pas ça qu'on recherche, mais c'est tous les éléments qui mesurent les conséquences qu'il y a eu sur l'environnement et sur les populations, et bien sûr aussi sur le personnel qui a participé à ces programmes d'essai. La région de Regan et le Hogar ont été souillés par les essais nucléaires. Dans certaines zones, la radioactivité ne commencera à décroître que dans 24 000 ans. Au début de l'année 2021, le ciel de la ville de Lyon a pris des couleurs ocre. Plus de 60 ans après le début des essais nucléaires, des particules radioactives chargées en césium-137 se sont retrouvées en France, portées par de forts vents venus du Sahara, comme un rappel cinglant de l'histoire.